Bonsoir à tous, bienvenue sur Un Air Original dans l'émission d'Aurore, le Love Show, l'émission pour les couples, hein, qui parle aux couples, et pas que, mais principalement. Donc le Love Show, ce soir avec notre invité spécial Olivia Saxby, mais avant de les faire rentrer, hein, je vais un petit peu les faire patienter, faire un petit peu de communication, vous garder avec moi 2-3 heures et après je les ferai rentrer. Elles sont là, elles sont impatientes. Alors, n'oubliez pas que ce soir, on est en direct sur Twitch, YouTube et Facebook. Vous pouvez laisser les messages que vous voulez. Je me ferai un plaisir, moi, de les lire à notre animatrice principale et à notre invité. Le sujet de ce soir, c'est la séparation. Sujet ô combien particulier. On a tous été touchés par ça, hein. Moins une fois dans notre vie, voire 40 ou 50 fois. Donc, sujet universel, la séparation, un acte de résilience ou le chemin vers la résilience. En tout cas, elles vont en parler de la meilleure des façons, parce que je vous rappelle que Olivia, hypnothérapeute, coach de vie, Aurore, sexothérapeute, thérapeute de couple, donc elles sont très très bien placées pour en parler. Donc sans plus attendre, voilà, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sans plus attendre, je vous présente notre animatrice principale pour cette émission, sans qui cette émission n'existerait pas, hein. D'ailleurs, c'est celle que vous voyez sur l'affiche, hein, Aurore. Donc, Aurore, bonsoir Aurore. Ah, Bonsoir. voilà. Bonsoir Aurore, ça va? Oui, ça va super bien. Très bien. Bon, j'ai fait une bonne présentation, c'est bon, tu me gardes ou tu me Parfait. dégages? Tu C'est es bon? très bien, monsieur Loyal. Très bien. Bon, ça va, Parfait. ça va, OK. Bon, du coup, tu sais quoi? Je te file les rênes et c'est à toi. Voilà. Bonsoir à tous, à toutes, à tous. Je vais accueillir aujourd'hui, ce soir, une invitée que j'ai déjà accueillie dans une autre émission qui est Olivia Saxby. On va la faire venir avec nous. Elle va pouvoir se présenter. Coucou Olivia. Bonsoir Aurore, bonsoir Sofiane, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là de nouveau ce soir. Merci pour cette invitation, merci pour de me permettre de participer, c'est trop chouette. Donc je suis très contente. Merci. J'ai reçu toutes les coms. T'es trop forte en com. Attends, je fais juste une parenthèse. C'est trop forte en com, Olivia. J'ai reçu ta newsletter pleine de peps. J'ai adoré. J'ai lu ça ce matin. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pleine de vitamines. C'est génial. J'ai vu tes publis sur Facebook, Insta, tout ça. J'ai dit, mais c'est trop bien. Trop bien. T'es plus forte que moi en com. Vraiment. On est pro, Merci. on l'est pas. Ah ouais, vraiment, là, je dis top, 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 top. Merci Olivia d'être là encore. Est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, donc moi, je suis hypnothérapeute et coach de vie. J'exerce, donc j'ai mon cabinet en Haute-Savoie, entre Genève et Annecy, à La Roche-sur-Foron plus précisément. Donc, je travaille essentiellement sur le thème justement de l'amour, des relations amoureuses dans le cadre de la dépendance affective. Je travaille beaucoup sur les traumas, le deuil, et mon cœur de travail, vraiment l'outil que je préfère, avec lequel je préfère travailler, c'est justement tout ce qui va être la réparation des blessures de la petite enfance, les blessures, les traumas de l'enfance d'une manière générale à travers l'enfant intérieur. Et donc, je ne suis qu'un outil, hein, attention, je permets justement aux personnes qui viennent me voir de trouver un chemin de résilience à travers leurs différentes épreuves de vie. Et c'est vrai que régulièrement, souvent, le sujet de la rupture amoureuse, le deuil amoureux, la séparation, tout ce qui va être du coup les schémas de dépendance, les schémas répétitifs, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille régulièrement et pour lesquelles on trouve vraiment il y a plein de choses pour voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, parce que c'est vraiment souvent une période qui est difficile et douloureuse. Donc voilà. Complètement, complètement. J'ai vraiment pensé à toi pour ce thème parce que je me suis dit, qui de mes collaborateurs, collaboratrices autour de moi est plus spécialisé, c'était plutôt toi. Et me concernant, on pense rarement à moi en tant que thérapeute couple sur les séparations, mais dans la réalité, j'accompagne quand même pas mal de personnes. Alors, soit de couples qui vont vers la séparation, ils sont sûrs et c'est OK, soit des couples qui veulent clarifier
et on va aussi vers la séparation, je les accompagne et aussi des personnes, seules hein, qui viennent juste après une séparation, soit parce que je les ai accompagnées, soit parce que, ils viennent après une séparation, ils ont plus envie, comme tu as dit, juste très justement tout à l'heure, plus envie de refaire les mêmes schémas répétitifs et ils ont envie en développement personnel, quoi et je trouve ça super intéressant parce que j'ai pas, intégré que la séparation, c'est forcément négatif. Quand on pense à ma profession, on dit: «Ah mais d'accord, donc toi tu réconcilies les couples». Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai pas ce pouvoir magique là et puis en même temps, non, j'en veux pas parce qu'il y a des couples qui n'ont rien à faire ensemble, qui ne sont pas compatibles et qui sont plus malheureux à être ensemble qu'à être séparés et on est dans une société où justement ça bouge là-dessus. En termes, philosophiques, est-ce que tu vois autour de toi que ça bouge un petit peu, sur ces notions de séparation, qu'elles soient vécues comme quelque chose, de douloureux certes, mais de peut-être, parfois incontournable dans notre vie, quoi? Alors moi, le public qui vient me voir, c'est quand même souvent des personnes qui sont vraiment dans une forme de souffrance et Mmh. qui sont dans un attachement très fort, une dépendance affective souvent très forte et qui généralement savent que la personne avec laquelle elles sont n'est plus n'est pas la bonne, n'est plus la bonne pour X ou Y raison, leur fait du mal, mais pour autant, elles ont des difficultés à trouver le chemin de la séparation, qui en fait, Mmh. le chemin de la séparation est parfois, comme tu le dis très bien toi-même, est parfois absolument nécessaire. Et ce qui et en fait, on a toujours peur de l'après-séparation parce qu'évidemment, après séparation, on se retrouve évidemment seul et donc en fait, on se retrouve face à nos blessures et c'est ça qui est douloureux en fait. C'est ce que l'autre nous renvoie malgré lui dans le cadre de cette séparation et c'est ça qui fait très très mal. Mais en même temps, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une opportunité finalement de regarder nos zones d'ombre à l'intérieur de nous et justement de mettre de la lumière dessus. Et si on arrive dans le cadre de la séparation, voire même avant que ça se passe, mettre de la lumière sur ces zones d'ombre-là, ça permet de se sauver soi et puis peut-être de faire en sorte que cette séparation soit réussie, quoi, finalement. Je ne sais pas si toi, c'est effectivement ça que tu permets justement aux personnes que tu accompagnes dans leur séparation, parce que de toute façon, il y a toujours deux fautifs hein, dans ces cas-là, c'est évident. Ouais, il y a Mais toujours 2 responsables. Mmh. c'est ça. Complètement. Mais en fait, c'est surtout, moi, je pense, c'est surtout les blessures de chacun qui sont responsables aussi beaucoup et qui convient du coup de mettre en lumière dans le cadre de cette séparation. En fait, et c'est une extraordinaire opportunité de pouvoir le faire avant de retomber dans une autre relation et de recommencer un schéma similaire finalement. Ouais, complètement. Heu, j'ai parfois des clients qui me disent: «Les couples, on a réussi notre séparation». Voilà. Mmh. On n'a pas réussi notre couple, on s'en sort pas trop mal en couple, parental, mais alors là, je pense qu'on a vraiment réussi notre séparation. Une fois qu'ils ont dépassé les étapes du deuil, hein, c'est pas dans les premières étapes: «Ouais, super, fiesta!» Non, c'est quand même après. Moi, je voulais revenir quand même à une petite définition avant de qu'on puisse, parler un petit peu plus profondément de ce qu'on pourrait apporter en termes d'accompagnement et cetera. Hem, alors quand j'ai regardé la séparation, j'ai vu plein de définitions différentes et il y a beaucoup de définitions autour du mariage. Mais de Mmh. toute façon, qu'on soit marié ou pas, l'incidence est la même. C'est souvent, les personnes que j'accompagne, j'imagine les tiennes aussi, sont cohabitants, ont une maison ensemble, parfois des enfants. Donc qu'on soit marié ou pas, finalement, c'est un peu la même chose. Donc action de se séparer, d'isoler, le fait d'être séparé, la séparation des divers composants d'un mélange, mais en fait, un mélange qui est le couple, en fait, qui est 2 unités et c'est, c'est alors, ce qui est drôle, c'est que enfin, ce qui est drôle, spécial, on va dire, dans les définitions, en fait, on revient souvent, à savoir quand est-ce qu'il faut se séparer. Je vois un peu les questions qui arrivent derrière.
c'est quand est-ce qu'il faut se séparer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles sont les conséquences, quelles sont les étapes même de la séparation et alors c'est bizarre parce que dans les définitions, on voit qu'il y a beaucoup de choses autour du mariage, encore une fois, alors que je vois que dans mes clients, ils sont pas tous mariés et que les conséquences sont les mêmes. Hem et bien souvent alors toi, tu as peut-être les gens après, non? En séparation? Souvent, ouais. Moi, je les ai plutôt après ou Mmh. au moment où ça explose. Ils arrivent en disant: «Ça va pas, j'en peux plus émotionnellement, je suis au bout de ma vie, je souffre». C'est souvent ça, je souffre, et j'ai mal et aidez-moi avec cette douleur. Mmh. Et Ouais. et voilà et souvent, la difficulté, j'ai une personne, bah, que tu connais aussi en tête, effectivement, la difficulté, c'est d'accepter aussi ce qui est, Mmh. d'accepter, bon, je pense que tu vas évoquer les différentes étapes, du deuil amoureux finalement, hem et c'est ce qui rend la difficulté c'est ce qui rend, pardon, la séparation, le deuil amoureux très difficile, c'est la difficulté à accepter ce qui est, justement, voilà. Alors moi, je les ai en amont, ils sont encore en général pas séparés. Il y a quelques petites exceptions, pardon, où ils sont séparés, mais ils sont plutôt dans le questionnement de, la clarification. En fait, ils veulent clarifier et sauver leur couple si c'est possible. Parfois, ils sont déjà à un stade avancé, vraiment au niveau de la prise de presque de la prise de décision et parfois je mets juste un espèce de coup de tampon où, en fait, ils ont besoin d'être validés. Et puis Mmh. parfois la réflexion est plus longue et on met, 6 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire plus, à ce que je les accompagne et à ce qu'ils puissent considérer, que non, en fait, ils ont plus rien à faire ensemble et ils ont tout donné dans leur couple et en fait, moi, la première chose que je leur dis, c'est: «Voilà, je ne suis pas une magicienne, je fais pas de miracle, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que si je vous accompagne, si jamais vous allez vers la séparation, c'est que vous avez fait le tour, du tour, du tour de tout ce qui a été possible avant de vous séparer et donc vous allez vous séparer sans remords et sans regret. Tout aura été mis en place» et ça, ils aiment bien parce qu'ils se disent: «Ah», souvent ils viennent, c'est la dernière chance quand même, hein, on va pas se mentir. Donc ils ont déjà essayé plein de choses avant, par eux-mêmes, forcément et là, c'est vraiment un petit peu la dernière chance. Donc on essaye, plein de choses, on remet de la communication, on met du temps on met des temps de break, un petit peu de ouais, de séparation avec les enfants, sans les enfants, on met des temps, de retrouvailles aussi dans le couple, plein de choses et au bout d'un moment, ça commence à être clair, hein, pour tout le monde, bon, bah, voilà, il faut qu'on aille vers la séparation. Voilà. Et on va aller sur les étapes du deuil et je crois qu'une des premières choses qui est difficile, c'est de se dire: «Oh, il va falloir qu'on change des habitudes». En fait, ils ont des on a tous des habitudes, des rituels qui nous rassurent et je crois que c'est ça le plus difficile, c'est tous ces changements d'habitude. Tiens, on fait plus le café de l'autre le matin, on va plus au travail ensemble, on fait ci, on fait là. Et il y a parfois une période vraiment transitoire et alors parfois ils coupent court et il y a pas de période transitoire. Parfois il y a quand même une période transitoire et c'est vrai que ces aménagements, ces propositions de break leur permettent de voir qu'ils peuvent vivre tout seuls, ou alors ça fait émerger justement la dépendance affective avec l'autre et cette, incapacité pour l'instant de vivre tout seul et donc c'est assez, intéressant ce système de break que j'encadre en fait. Dans Oui, la dis-moi? la transition, je suis en couple, je passe tout seul. Il y a ça aussi qui est vachement difficile à intégrer, c'est qu'il y a un changement d'identité à prendre en compte. C'est-à-dire Tellement. que, quand je suis en couple, j'appartiens à l'entité couple. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de mes activités, une partie de ma vie, toute ou partie d'ailleurs selon certains cas. Moi j'étais du style à faire, tout à travers l'autre. Bref, ne faites pas comme moi. Bref, mais on apprend aussi. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'identifie, qu'on fasse tout ou partie de nos activités avec l'autre, on s'identifie à travers l'entité couple. Et donc on appartient à un groupe qui est le couple. Et donc
c'est pas la même identité que quand on est seul et qu'on est célibataire et qu'on est plus dans ce couple, plus dans cette dynamique de couple à travers laquelle on vivait aussi. Et du coup, la transition pour le mental qui nous habite perpétuellement, la transition entre l'un et l'autre est parfois assez difficile aussi à différents niveaux. Déjà pour soi, par rapport à comment je vis mon quotidien, ça c'est une chose, mais aussi dans le regard de l'autre. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi maintenant que je ne suis plus avec l'autre? Le regard, il change et ça n'aide pas à se libérer rapidement et facilement de passer de l'étape couple à l'étape solo, quoi. De passer du nous au jeu. Ouais. Du nous au jeu, alors que finalement, on devrait être le jeu de toute façon tout le temps. Sofiane. Mesdames, j'interviens. Oui, échange très intéressant à écouter. Alors, j'interviens parce que sur le chat, vous avez déjà des personnes qui interviennent, alors notamment Yazid qui met « Ça m'intéresse, j'ai tenu 19 ans ». Il rajoute 15 jours de maison de repos et surtout de réflexion et un choix dur mais nécessaire pour nous, mais surtout pour les enfants. On a aussi Altesse qui met « La séparation est bien souvent signe de renouveau avec le recul, mais sur le moment, on ne voit que la douleur ». Voilà. Aurore, tu nous as quitté quelques instants. Est-ce que tu veux que je relise les messages? Oui, s'il te plaît. J'ai un petit problème technique. Pas de souci. Je disais, il y a Yazid qui met « Ça m'intéresse ». Alors, en parlant du sujet de la séparation, j'ai tenu 19 ans et il rajoutait 15 jours de maison de repos et surtout de réflexion et un choix dur mais nécessaire pour nous, mais surtout pour les enfants. Et on a Altesse qu'on salue avec Yazid qui met « La séparation est bien souvent signe de renouveau avec le recul, mais sur le moment, on ne voit que la douleur ». Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux? Olivia? Vous voulez répondre Non, mais c'est vrai qu'effectivement, pour répondre à Altesse, c'est exactement ça. Ça fait partie de ces fameux cadeaux de la vie qui arrivent hyper mal emballés, en fait, voire emballés avec des trucs bien tout pourris au départ. Et puis, en fait, effectivement, avec le temps, le recul et un travail sur soi, j'insiste, je pense, parce que pour moi, c'est essentiel. Il faut apprendre de cette situation. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut s'analyser. Il faut se remettre en question parce qu'il y a tellement d'apprentissage là derrière et tellement d'opportunités d'apprendre et de grandir à travers ce type d'expérience extrêmement douloureuse. Et effectivement, même Yazid, qui a vécu quand même une rupture très compliquée, finalement, on réalise que c'était nécessaire. Donc, il y a toujours un cadeau derrière ces épreuves-là qui sont extrêmement redoutables, mais il y a toujours un cadeau. Et j'aime bien garder cette idée que j'aime bien cette histoire de cadeau mal emballé. Ouais. Complètement. Oui, parce qu'au début, c'est le choc, quoi. L'émotionnel prend le pas sur tout, en fait, et tu essayes d'analyser, de comprendre. Tu t'analyses même pas, en fait, au départ. Tu es dans le: «Qu'est-ce qui se passe? J'ai un tremblement de terre, un tsunami», et même si c'est nous qui prenons la décision, c'est quand même difficile et douloureux. Alors ça l'est encore plus quand on ne l'a pas vu venir, hein. Là, forcément, c'est encore doublement le choc, mais quand on l'a soi-même mis en place, c'est pas forcément le plus facile. On a une tendance à juger très négativement la personne qui prend la décision et c'est bien dommage. Oui, Sofiane? J'interviens. Alors justement par rapport à ce que tu dis, est-ce que le fait de prendre la décision, c'est plus facile puisque du coup on s'est déjà préparé, mais est-ce que la douleur qu'on en retire, c'est pas justement la douleur qu'on voit chez l'autre, qui justement lui n'a pas pris la décision et qui va certainement mal le vivre? Parce que nous, clairement, la personne qui a pris la décision, elle sait déjà que voilà, quoi. Tu veux dire en miroir?
plutôt en miroir que en conséquence ou un effet Alors, je direct pense sur toi-même. que ce qui va se passer en supplément de la personne qui prend la décision, c'est quand même ce sentiment de culpabilité qui va être présent. Pour certains, pour d'autres non, hein, mais certains vont être dans la culpabilité de faire du mal à la personne qu'ils ont Mmh. aimée, même s'il y a plus d'amour. Heu et on verra peut-être, on en parlera, il y a aussi des séparations qui se font avec il y a de l'amour, mais en fait, il y a une, non-concordance des objectifs, des projets. Moi, ça m'est arrivé dans une précédente, il y a quelques années, de se séparer alors qu'on s'aimait, follement, mais qu'on n'avait pas du tout les mêmes objectifs de vie et qu'il fallait mieux qu'on se sépare pour pouvoir vivre en fait, ces expériences, quelque temps après, qui étaient plus en concordance avec ce qu'on voulait vivre. Hem et pour le coup, c'est aussi, très, très douloureux. D'accord. OK. Mais je pense que c'est ça, il y a la culpabilité en plus, non Olivia? Qu'est-ce que tu dirais toi? Je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun parce que Mmh. là-dessus, tout le monde n'a pas la même capacité de compassion, tout simplement. C'est ça. Et tu pourrais très bien trouver un jour quelqu'un qui s'en va, point, quoi, en fait, sans état d'âme. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est propre à chacun. Euh, je pense que c'est quand même plus facile pour la personne qui décide que pour la personne qui subit, parce qu'il y a effectivement cette notion de je suis actif ou je suis passif sur la décision. Et le fait d'être acteur de le décider plutôt que de le subir, ça change tellement tout que ça. Ouais, ça change tellement tout que je pense que c'est quand même plus simple, peut-être pas plus facile, mais plus simple pour la personne qui part que pour la personne qui se fait quitter. Voilà. Oui, parce qu'elle est déjà passé quelques étapes, en fait. Il y a une prise de conscience, alors que l'autre, parfois ne l'a pas vu venir ou n'a pas entendu. Parce que bien souvent, les personnes me disent: «Mais ça fait 2 ans que je lui dis que je veux me séparer, ça fait 2 ans que je lui explique, ceci, cela et ça n'a pas été entendu». C'est OK, en fait. C'est pas le bon Après, moment. Comment est-ce qu'on des fois, on entend ce qu'on a envie d'entendre aussi, hein. Oh oui. Et ouais, Donc, exactement. alors, oui, vas-y, Olivia. Non, vas-y. Non, effectivement, on ne voit que ce qu'on a envie d'entendre et de voir. Et ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle la cohérence subjective, hein, qui maintient ça, en fait. C'est-à-dire que notre cerveau, comme il fait un tri dans les informations qu'il reçoit tout au long de la journée, il va faire ce tri en fonction de ce en quoi il croit le plus. Et à partir du moment où l'autre croit dur comme fer que j'en sais rien, croit en quelque chose dur comme fer, il va lui être presque intellectuellement impossible de réaliser ce que son conjoint va lui dire, parce que dans son système de croyance, ça ne peut pas exister, en fait. Ça ne peut pas être concevable. Et ça, moi, je l'ai vécu personnellement. Et en fait, la première personne se berce dans une illusion totale qui est assez dramatique au final, hein, parce que l'autre en face est en train de lui dire, et non, il voit pas. Et c'est presque, et c'est là où parfois il est nécessaire malheureusement de créer un clash pour que la personne se réveille, en fait. Et moi, j'ai été la personne endormie, et je vous assure que si j'avais pas eu si la personne n'était pas partie, je n'aurais toujours rien vu, parce que dans mon système de croyance, c'était impossible de le voir. Et ça, c'est un biais cognitif, en fait. Et c'est là où il faut aller en consultation auprès de personnes telles que toi, Aurore, ou moi, mais moi, j'interviens vraiment plutôt après. Moi, j'interviens au niveau de la douleur, mais c'est là où il faut venir te voir toi, parce qu'en fait, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui a les deux visions, en fait, pour pouvoir poser un arbitrage quasiment. Oui, moi, j'ai parfois des clients qui viennent, même 6 mois après, qui disent: «Voilà, on était en thérapie couple avec vous». J'en ai un là qui revient, mais en fait, on n'a pas compris, il y a eu séparation, mais il s'est passé quoi? On n'a pas compris.
Et qu'est-ce qui est passé? Et voilà, et maintenant on met plein de mots sur leurs mots, des émotions et surtout de la compréhension, et c'est Mmh. exactement ce que tu disais, le biais cognitif là, il est en train de changer depuis 6 mois, quoi. C'est pas évident, et plus la relation, elle est inscrite dans le temps, plus c'est difficile aussi parce qu'on a pris de sacrées habitudes ensemble. Comme tu disais tout à l'heure, on est une identité, qui est très, très forte, et c'est compliqué en fait. Complètement. Mmh. Peut-être qu'on va parler des étapes du deuil, tiens? Il y a des Alors, questions juste, oui, Sofiane revient, juste, oui. je vous interromps, je fais le. Il y a Yazid qui dit, du coup, j'ai eu un cadeau bien emballé, mais surtout une résurrection, une autre vie. C'est, je pense, pour cela que l'on vit plusieurs vies. Mmh, comme les Voilà, chats. il y a encore Yazid qui Good. met amour n'est juste qu'une attirance. Alors, qu'est-ce que vous en Ah, pensez? Ah, ça, c'est mon sujet préféré. Amour Ah, ou attachement? Est-ce qu'on est amoureux ou est-ce qu'on est attaché? Et ça, mmh. je pense que, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Oh oui. Parce que moi, pour moi, ce que je dis, ce que je prône tout le temps, 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 c'est que l'amour ne fait pas mal. L'amour n'est pas douloureux. C'est Mmh. l'attachement qui est hum, douloureux. C'est ce à quoi tu t'accroches qui est douloureux. Ça va être ton système de croyance dont on parlait juste avant. Parce que celui-ci s'effondre, que c'est douloureux. C'est ce en quoi tu croyais de l'autre qui s'effondre aussi, qui est douloureux. C'est tout. Mais c'est le fait de te sentir trahi, par exemple, qui est douloureux, etc., etc. C'est toujours en fait dans le lien entre toi et toi-même et ton attachement à l'autre qui te fait mal. Mais l'autre, et d'ailleurs, tu le dis toi-même, quand tu n'es pas attaché à ce que l'autre va t'apporter, tu continues de l'aimer toute ta vie. Ça, c'est pas un problème, même si tu n'es plus avec la personne, en fait. L'amour ne fait pas mal. L'attachement, oui. Donc, du coup, amour ou juste attirance. Alors après, l'attirance, la différence, je pense que l'attirance peut se transformer en amour, mais c'est le temps qui le dit. Complètement. c'est. Le temps euh, va faire son œuvre. Oui, Sofiane, il y a d'autres commentaires? Alors oui, Altesse qui met, quand c'est quelqu'un de toxique, c'est un soulagement. Alors, je ne sais pas si une personne est toxique. En fait, ça va être un gros débat, mais je pense que c'est plutôt un comportement qui est toxique, une relation qui peut être toxique, mais une personne, c'est dur de dire: «Tu es toxique!» Vraiment. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivia? C'est pareil, c'est toujours en fait, va être toxique ce que je perçois de la personne, en fait. Mmh. Effectivement, admettons, je dis n'importe quoi, ma voisine, est, tous les matins chez moi pour me raconter sa vie, me prendre du temps, de l'énergie, nanana, indépendamment de toute relation amoureuse, bah, je peux la percevoir comme étant toxique parce qu'elle me prend du temps et de l'énergie. Mais c'est toujours ma relation entre moi et moi-même, et c'est parce que moi j'arrive pas à poser des limites vis-à-vis de ma voisine que je la trouve toxique. Mais en fait, est-ce que c'est une personne toxique en soi? Elle est peut-être juste un peu malheureuse et collante, mais de là à ce que ce soit une mauvaise personne toxique, bon voilà, effectivement, je te rejoins. Mais en fait, c'est toujours entre nous et nous-mêmes. C'est toujours entre nous et nous-mêmes que ça se situe, et effectivement. Effectivement, après, pour répondre à la question d'Altesse, est-ce que c'est quand c'est quelqu'un de toxique que c'est un soulagement? C'est lorsque la relation, effectivement, te fait souffrir que c'est un soulagement. Mmh. Mais si tu souffres à cause de quelqu'un, c'est parce que tu te laisses souffrir aussi. Ça, c'est dur à entendre aussi, hein. Et que tu as pas mis trop tes limites. Ouais. Tu n'as pas respecté tes limites, toi-même. Complètement. Bref, on va peut-être enchaîner avec les étapes du deuil, amoureux. J'ai eu la chance d'être accueillie, en Dordogne, à Périgueux. Je leur fais un petit peu la pub, à Nid de Rêve, et c'est Olivier Citruc qui m'a aussi accueillie en tant que photographe, et quand j'y suis allée, j'ai voulu, mettre en place un shooting photo avec lui, sur les étapes du deuil amoureux, et donc je me suis un petit peu, éclatée. Je me suis fait j'ai C'était très thérapeutique pour moi de faire ça.
les étapes du deuil amoureux, ça faisait un moment que je traitais ça, hein, mais je l'avais jamais mis en lumière, autant en lumière, on va dire. Je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être, c'est vraiment le moment, c'est peut-être pas peut-être, c'est vraiment le moment de le mettre en place» et j'ai mis, plusieurs heures à écrire, à, concorder les photos. En plus, je suis nulle en Canva et tout ça, en mise en place et là, j'ai dit: «Non, je vais le faire toute seule, je vais demander à personne. Je vais le faire moi». Ça m'a pris beaucoup de temps à le mettre en page, mais je me suis dit: que «C'était important» et donc souvent première étape, c'est le choc, on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la nouvelle qui arrive et on se dit: «Mais non, c'est pas possible». Est-ce que c'est, un coup de fil? Est-ce que c'est, une décision, orale qui a été prise? Est-ce qu'on reçoit, un mail? Il y a des choses comme ça. Est-ce que et comment on a reçu ça en tout cas? Ouais, c'est celle-là, en tout cas, on ne s'y attendait pas. C'est sûr qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'était pas du tout dans ce qu'on avait espéré, on n'avait pas passé une journée, une soirée, comme celle-là et il arrive ça qui met un stop à déjà, l'évolution de notre journée, où là, ben, c'est le choc et en même temps, c'est l'annonce de quelque chose qui ne nous appartient pas aussi, mais qui a des lourdes conséquences sur notre quotidien et sur nous, notre relation, évidemment. Et en deuxième, alors le choc, il va pas durer, des années, heureusement. Heu, Tout de suite, on a l'émotionnel qui prend le relais. On a, un système, en même temps de protection, de déni. Alors il y a le déni, où on se dit: «Mais non, c'est pas possible, non, mais c'est pas vraiment vrai cette histoire», qu'est-ce qu'on peut se dire encore, Ouais, j'ai mis le déni et le marchandage parce que j'ai pas assez de place. Mais en gros en gros, le déni est vraiment différent du marchandage, hein, évidemment. Le déni, c'est vraiment se dire: «Non, mais non, c'est pas possible, là». Le marchandage, c'est encore autre chose, c'est se dire: «Attends, donc là, tu me dis ça, mais en fait, si je change ça, si je fais ça, si je dis ça, si, ce que tu m'as demandé là depuis des années, je vais le faire, c'est OK que tu reviens. Tu me quittes pas». Donc il y a un petit côté comme ça. Heu, Ces étapes du deuil viennent de Elisabeth Kubler-Ross qui a mis en place des étapes du deuil dans la maladie et notamment l'accompagnement d'un décès d'un proche et maintenant on le juxtapose au deuil amoureux parce que c'est des étapes qui ressemblent énormément à ce qu'on peut vivre dans une rupture. Mais au départ, c'est pour accompagner des personnes qui vont perdre, quelqu'un, voilà. Dans la maladie en général. Elisabeth Kubler-Ross, elle a vraiment, fait avancer, tout ce qui est, elle a mis en place beaucoup d'avancées psychothérapeutiques autour des soins palliatifs. Je sais pas si tu connais, Olivia? Oui, oui, Mmh j'en ai entendu, oui, oui. et elle est, décédée en 2004, donc ça a été plutôt dans les années 90 tout ça. C'est pas récent, récent, mais en même temps c'est intéressant. C'est toujours, présent, on n'a rien inventé. Et voilà, donc dans ces étapes-là, bah, c'est pas évident parce qu'on a vraiment, le cerveau rationnel, en fait, qui n'est pas présent, pour le coup. C'est le cerveau qui est émotionnel, qui est là et qui nous fait faire et dire, n'importe quoi, hein. Là, on se reconnaît pas même, hein, on peut être profondément, dans la douleur, ouais, la douleur très profonde, très impliquée, où on se sent pas d'aller au travail, où on se, comme nous disait, un de nos auditeurs, qui est allé, en maison de repos, parce que certainement, il y a eu un dysfonctionnement à un moment donné du cerveau. Ça peut arriver. Tu veux rajouter quelque chose, Olivia? Non, non, je te laisse, vas-y. Non, non, j'ai Après, rien bah, à il y a des émotions, en fait, qui juxtaposent. C'est pas une qui arrive après l'autre et encore l'autre. Non, c'est souvent, à un moment donné, je suis triste, mais après, 1 semaine après, je suis en colère, puis je suis de nouveau triste, puis je suis en colère, puis je suis en dépression, puis, voilà, voilà et en gros, ces 3 émotions-là qui arrivent. Donc la tristesse, la colère et la dépression. Heu, Dépression, on se sent en prostration, hein, on n'arrive plus à faire grand-chose à part peut-être se lever et aller manger et répondre à nos besoins, naturels quotidiens, mais c'est un peu compliqué parfois parce que c'est un tel revirement dans nos vies. Je pense à c'est notre auditeur là qui me dit 19 ans
de relation, un tel changement de vie que c'est hyper violent, en fait. C'est une perte de repères énorme, énorme. Surtout si on ne l'a pas vu venir. Donc forcément, donc ça peut se juxtaposer, la colère, la tristesse, la dépression. Et puis, à un moment donné, en fait, parce qu'on est des êtres de sens, il y a le cerveau rationnel qui revient et on commence à analyser, aussi les choses, on commence à prendre un petit peu de recul en disant: «Mais qu'est-ce qui nous est arrivé?» On a souvent une tendance à accabler l'autre. On va l'accabler beaucoup en disant: «Non mais c'est sa faute, c'est lui, c'est elle, de toute façon c'est sa responsabilité, c'est lui qui m'a quitté ou je l'ai quitté parce qu'il était comme ça, elle était comme ça», et là, on a une tendance à être vraiment, vraiment à la critique et le reproche de l'autre et c'est là où c'est dangereux parce qu'il va falloir quand même, acter que nous avons une part de responsabilité dans cette histoire-là quand même si on se fait quitter. Donc la part d on cherche pas le 50-50 parce qu'on est toujours à chercher un truc avec le 50-50 mais c'est faux. Mais peu importe en fait, on va chercher là c'est la quête de sens quoi. C'est se dire: «Bon OK, ça m'est arrivé, maintenant pourquoi ça m'est arrivé?» Donc je vais essayer de me poser la question pour moi en fait. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? C'est quoi ma responsabilité là-dedans? Pas au sens culpabilité, au sens faute, mais au sens, bah mon action, j'ai eu des actes, j'ai eu, une position qui a fait qu'on en arrive là quand même et dans le sens aussi responsabilité au sens où maintenant je suis responsable de ma vie, je suis responsable de qui je suis et je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir avoir une action là-dessus. Je pas une action peut-être sur la séparation, mais j'ai une action sur ce que je vais devenir, dans ces étapes-là, hein, c'est ça Olivia? Oui, c'est une étape qui est très difficile pour, les personnes qui sont justement en dépendance et qui souffrent de la blessure d'abandon justement. C'est vraiment la partie bon, c'est une petite parenthèse, mais qui pour les personnes qui sont comme dans cet esprit-là, qui vont se reconnaître, qui vont vraiment toujours avoir du mal à prendre leurs propres responsabilités, mais à vouloir prendre la responsabilité de l'autre euh, à la fois dans la faute, mais aussi dans la potentielle résolution qui n'arrivera pas, etc., etc. Vraiment toujours pareil, penser à travers l'autre, mais difficilement à travers seulement soi. Pour soi, ouais. Complètement, mais il y a un Il y en a moment toujours donné, on un va pas avoir le choix. Mmh. Mais à un moment donné, on va pas avoir trop le choix de se regarder en face, quoi. À un moment donné, bon, OK, l'autre n'est plus là ou il est encore là, mais plus disponible, émotionnellement. Donc et c'est là où tout l'accompagnement, qu'on peut enfin, tout ce qu'on peut vous accompagner en tant que professionnel, ça va pouvoir un petit peu accélérer, pas au sens très rapide, 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 au contraire, mais de prendre le temps, sur, ces étapes et de vous écouter déjà, de vous entendre, de vous rassurer et de vous dire qu'il y a un après à tout ça et que ça peut aussi résoudre et réparer aussi des choses et d'avancer, sereinement, plus sereinement en tout cas. Oui, Sofiane, tu voulais dire quelque chose? Alors oui, je t'ai pas interrompu parce que justement tu as répondu à la question, de Shems qui disait: «C'est-à-dire se laisser souffrir?» Eh beh, non, justement, tu as répondu, en parlant des étapes, et je pense que c'est ça, le but, c'est pas de se laisser souffrir, mais de prendre conscience qu'il va y avoir certaines étapes et qu'il faut certainement les accepter. Tu me dis si j'ai tort, hein, n'hésite En pas, fait, nos émotions, elles sont traversantes. Donc elles sont un signal d'alerte de notre corps, de ce qui se passe en nous. Donc plus on va les accueillir, hein, c'est-à-dire qu'on sait que ces émotions sont traversantes. Donc elles vont pas rester toute notre vie. On peut pas être en colère toute la journée, on peut pas être Mmh. triste toute la journée, c'est impossible physiologiquement. Et plus on va les accueillir dans le sens: «OK, elles sont là et j'accepte en fait que ce que je vis et c'est hyper douloureux, difficile», et mais on a une tendance à rejeter tout ça parce que tout ce qui est émotion négative dans notre société, on a tendance à les rejeter, à dire: «Oh non, je veux pas allez, au revoir, au revoir, au revoir». Sauf Mmh. que si on les accueille pas, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se rejouer 6 mois, 1 an, 2 ans après et c'est là où on fait des dépressions parce qu'on n'a pas accueilli tout ça. De tout notre travail, je pense avec Olivia, je pense pas démentir là-dessus,
c'est qu'on va vous accompagner pour que vous puissiez accueillir. Ouais, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'hurler, vous avez le droit de ne pas être bien. C'est OK, en fait. OK. Et c'est vrai que, du coup, ça fait vraiment un parallèle avec un deuil, une perte d'un proche ou autre. Je vais vers, un autre message de Yazid qui met: «Deuil est un grand mot pour une déception car l'amour, entre parenthèses attirance, est toujours présent, mais avec une autre personne, d'où, entre parenthèses, attirance». Alors je pense plutôt alors il y a une séparation, mais que derrière, on a pris le recul nécessaire et qu'on a rencontré une autre personne et que du coup, on est passé à autre chose. Mais là, Ah oui, c'est autre chose, voilà. Les étapes là, que tu c'est as encore citées, d'autres étapes. voilà, sont bien passées, Parce que, mmh, bien vas-y, souvent, vas-y. après la quête de sens, il y a tout ce chemin, en fait, d'acceptation, voire de pardon pour soi-même, peut-être pour l'autre, mais déjà pour soi. Parce que parfois, on ne s'est pas reconnu dans la relation non plus, hein. En fin de relation, on peut se dire: «Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je me reconnais pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça?» C'est aussi de se pardonner. On a dit des choses, ça a outrepassé notre pensée, hein. Et il y a tout ce cheminement. C'est pour ça que c'est intéressant de se passer par ces étapes-là pour ne pas répéter les choses. Parce que j'ai pas envie d'être, ce personnage, qui n'est pas moi, en fait. J'ai envie d'être pleinement moi, finalement. Je sais pas si tu veux rebondir, Olivia, sur quoi que ce soit? Sur C'est les ça en étapes du fait. deuil? Au départ, quand on raisonne avec une personne, raisonner en mode résonance, pas en mode raisonnement, mais quand on raisonne avec Oui, une personne, en fait, on va être sur un certain niveau, que c'est comme une certaine fréquence, en fait, comme une onde radio avec un transistor, comme ils disaient quand nos grands-parents étaient vieux. Bref, et donc du coup, on va capter la fréquence de l'autre, et en fait, si elle correspond à notre fréquence à nous, bim, ça match. Et du coup, là, il y a attirance, en fait. Donc, c'est presque chimique, c'est presque animal. Là-dessus, il y a pas trop de sujet. Et en fait, notre niveau de fréquence, il évolue, en fait, aussi en fonction de tout un tas de choses qui sont à l'intérieur de nous, y compris nos différentes blessures, alors, il n'y a pas de niveau, hein, mais voilà, on va raisonner à une certaine fréquence, quoi, voilà. Et, et en fait, on va attirer mécaniquement quelqu'un qui va résonner avec, en l'occurrence, une blessure en particulier. Et pour en prendre une au mmh, hasard, peu importe le rejet, l'abandon, la trahison, peu importe. Et en fait, c'est souvent parce que une fois qu'on a vécu, par exemple, la trahison, pour faire un exemple qui est quand même assez courant, une fois qu'on a vécu la trahison et et qu'on n'a pas fait en sorte de régler cette blessure de la trahison qui se situe en lien avec nous-mêmes, en fait, c'est à quel niveau je me trahis moi pour accepter une personne qui va être capable de me trahir. Tant qu'on n'a pas réglé ça entre nous et nous-mêmes, eh bien, en fait, on va, même si on fait ces différentes étapes de deuil, on risque de retourner vers une autre personne qui va, pareil, si on reste à la même fréquence, on va aller attirer de nouveau une personne qui va vibrer la même chose que nous. Et donc, l'idée, c'est d'aller, à travers ces étapes de deuil, de compréhension, d'acceptation, de pardon de soi, etc., d'aller changer de fréquence pour pouvoir, du coup, attirer une personne qui ne nous trahira plus. mmh. Donc voilà. Je C'est tout sais l'idée de plus la l'accompagnement, hein, pour mettre nos mots sur, nos mots. Et MAUX, c'est de pouvoir se dire: «Ah mais en fait, là, tu es en train d'activer ta blessure d'abandon, de trahison, de rejet, et cetera». Et en fait, tant que tu l'as pas compris celle-là et que tu l'as pas, un peu plus, réparée, guérie, prise en compte, eh bien, elle va se rejouer ad vitam aeternam avec d'autres partenaires. Complètement. Mmh. Justement, je me permets, hein, mesdames, hem, Yazid qui parle de justement correction de ses de nos erreurs, il rajoute aussi derrière, de trouver en cette personne notre équilibre, donc je pense qu'il parle à la personne d'après justement. On a aussi moi tout non, simplement ah non? parce Ah que non, non, pardon. parce que quand tu es dans ta fréquence,
En fait, si tu te mets à sortir avec quelqu'un qui souffre pas de cette, tu vas pas te sentir équilibré avec. Donc en fait, Donc c'est ça marchera quelqu'un pas. donc ça marchera pas. Et au départ, tu vas pas te sentir équilibré. C'est pour ça que la vie et en fait, toi, ta vibration va faire en sorte que tu vas toujours attirer quelqu'un qui correspond à ce que tu as à bosser en fait. D'accord. Et donc l'équilibre au Exactement. départ, la lune de miel merveilleuse où tout est merveilleux, c'est dans ce moment-là parce que justement, ça match à mort. Et donc du coup, et après l'équilibre, l'idéal, c'est quand chacun continue de grandir. Et là, l'équilibre, il se fait progressivement. Voilà. Merci, Olivia. Et puis c'est le mythe, si je peux me permettre, Yazid, c'est le mythe aussi que l'autre va nous apporter notre équilibre de vie. Et ça, il faut faire attention parce que c'est là où on crée de la dépendance affective, on peut en créer, alors que c'est à nous de trouver déjà notre propre équilibre de vie. Et en gros, l'autre, c'est une plus-value, quoi. C'est un plus. Voilà. Mais moi, j'ai déjà un équilibre de vie. Il Et faut l'autre, déjà être bien soi-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour pouvoir être Et bien avec les autres. après, l'autre, OK, c'est un plus. OK, bah, bien dans ma vie, mais moi, je suis bien déjà, hein, donc bien. Petit plus, voire gros plus. Et moi aussi, je serai un plus dans ta vie, mais je veux pas tout changer pour tout te réparer et tout te rééquilibrer. Oh, c'est bon. C'est quoi ça? C'est lourd, quoi, je trouve, tu vois? Et on a été élevés là-dedans, je trouve. C'est ça, hein, une de nos erreurs, je pense. Avec tous les mythes, là, Disney, Hollywood, hein. Voilà. Non, mais vraiment, j'en parle souvent au cabinet, je vais rigoler tout le monde avec ça, mais c'est ça, hein, on a été élevés comme ça. Alors, je veux juste aller sur le témoignage, le commentaire de moi, tout simplement, qui met, pardon, et comment reconstruire ma foi et ma confiance en l'amour après un deuil, qui rajoute, alors j'enchaîne, comme ça vous pouvez répondre aux 2 messages. Ça a l'air tellement simple quand on vous entend. Tellement C'est simple. complexe. Mais tellement c'est très simple, moi, tout complexe. simplement. Ça a l'air tellement simple parce qu'on est toutes les deux passées par ces différentes étapes. Je me permets de parler en ton nom, Aurore. Oui, on est tu toutes les peux. deux passées Tu peux par ces vraiment. différentes étapes. Et à la fois, on les a vécues personnellement et à la fois, on les fait travailler. Et du coup, indirectement, on les travaille aussi, nous, en accompagnant toutes ces personnes qui viennent traverser ces épreuves-là. Et du coup, Sofiane, tu peux remettre la première question? J'ai mangé le début de la question, c'était quoi? Mais bien sûr, avec plaisir. Et Ah oui. comment reconstruire ma foi et ma confiance Oui, en l'amour la après un confiance. deuil? Tu peux répondre, Aurore? Quand on a été meurtri et qu'on a souffert, on a une tendance à fermer son cœur par un système de protection. Et donc, on se dit, eh ben, si je rencontre quelqu'un, eh ben, elle va se débrouiller, elle va devoir me séduire, elle va devoir tout faire et moi, je ferai rien et j'attends. Mais en fait, ça marche pas. À un moment donné, si tu te sens suffisamment vaillant, vaillante, ben, l'idée, c'est de te dire, OK, est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que mon cœur, il est réparé un petit peu, il est moins meurtri? Et je peux ouvrir de nouveau mon cœur. Parce que si tu as pas le cœur ouvert, mais c'est même pas la peine, hein. Vaut mieux rester, célibataire, hein, parce que l'autre va pas être dans une espèce de quête, pour te conquérir, quoi. Enfin, non? C'est pas parce que tu as été piqué par une rose une fois que tu ne dois plus jamais c'est plus exactement la formule du Petit Prince, mais C'est ça. mais c'est ça. Clic, clic, clic. Ouais, Mais ouais, mais complètement. elle est tellement jolie. Elle est tellement Ouais, jolie cette métaphore. j'adore. Tu m'en C'est as pas parce que parlé, tu t'es fait la semaine dernière, tu ne j'aime dois trop. plus jamais Mmh. c'est ça, tu ne dois plus jamais ressentir son odeur, en fait. Et Oui. le retour de la confiance et l'acceptation, de toute façon, il n'y a pas 50 000, il y a pas 50 000 possibilités, c'est le pardon. Le pardon de soi et le pardon de l'autre. Et l'acte de résilience, pour reprendre le titre de ce soir, il est vraiment dans ce sujet-là, dans la capacité qu'on va pouvoir avoir à vraiment, c'est pas seulement dépasser la séparation et la rupture, c'est vraiment la transcender et en faire Ouais. un objet de résilience, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en apprends et comment ça me permet de grandir, en fait, et pas seulement de se dire bon, c'est bon, la rupture est passée, ça me fait plus mal, j'ai pas envie de le voir ou de la voir, du coup je peux m'ouvrir le cœur à quelqu'un d'autre. Non, ça c'est pas transcender, parce qu'en fait tu risques de reproduire le même schéma. Si tu arrives à, même si l'autre t'a fait les pires crasses du monde,
mais les pires, hein, les pires. Et que tu arrives à te pardonner de t'être autorisé à vivre ça et de te pardonner d'avoir supporté tout ça et de l'avoir pardonné l'autre, d'avoir pardonné à l'autre de t'avoir fait souffrir et subir tout ça, quand tu es vraiment super OK avec ça, là, tu peux t'ouvrir pleinement à l'amour. Et en plus, tu t'ouvres à quelque chose de différent parce que du coup, tu as vraiment fait un acte de croissance intérieure qui va faire toute la différence. Complètement. On y croit, de transcender tout ça. Alors, dommage que je ne puisse pas débattre. Bah si, viens Yazid. Alors, il y a Yazid qui certainement s'invitera pour la prochaine fois, si vous voulez. Bon, il est déjà venu dans Thérapie, hein, parler de partage avec nous. Donc pourquoi pas. Alors, les filles, il est 21h22. Ouais, je sais, ça passe très vite. Ça passe très, très vite. Alors, est-ce que, avant qu'on passe à la petite communication, vous vouliez dire quelque chose qui vous tenait à cœur, ou transmettre un message par rapport à ce sujet-là, quelque chose que, justement, vous vouliez absolument dire avant qu'on passe à la petite partie communication, avant de se quitter gentiment, tranquillement. On commence avec Olivia ou Aurore, comme vous voulez. Non, moi j'avais juste envie de dire que pour un message à ceux qui souffrent en fait en ce moment et qui se disent que ça va être impossible de dépasser cette période-là. Dites-vous que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous allez revoir les choses vraiment très différemment. Et que oui, la peine aura passé et il y aura d'autres choses qui vont vous... On dit qu'une porte ferme et qu'une fenêtre s'ouvre, quoi. Il y a d'autres choses qui vont vous arriver et qui ne seront pas arrivées. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'ai vécu une rupture il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, comment je vais arriver à transcender tout ça? Et puis, il est arrivé des trucs extraordinaires, même dans les jours qui ont suivi. Et jamais ce serait arrivé si on n'avait pas été séparés. Donc, je me dis que vraiment, il y a un sens à tout ça quand même. Et laissez-vous vivre votre période de deuil autant de temps que vous voulez. Mais si vous voyez que ça dure trop longtemps et que ça vous perturbe et vous en souffrez, vraiment consultez. Ne mettez pas votre ego à vous dire je vais y arriver tout seul si vous n'y arrivez pas. Je vais parler en mon nom. Même moi qui suis un peu une spécialiste des relations sentimentales, bah moi je me suis fait accompagner, hein, clairement, hein, vraiment. Hein. J'ai appelé, j'ai été accompagnée à tout niveau, hein, en thérapie, en énergétique. J'ai appelé mes amies énergéticiennes, allô, au secours, à l'aide, un soin énergétique, help, 3 heures de soins énergétiques. Etc. Parce que en fait, c'est hyper dur de vivre tout seul et c'est hyper dur en plus d'en parler avec nos amis. Nos amis sont très chouettes. Hein. Moi, j'ai de très bons amis, pas de problème. Mais parfois, nos amis ont tendance à parler en fonction d'eux, de ne pas avoir cette neutralité. Alors, ils ont la bienveillance peut-être, mais ils n'ont peut-être pas cette neutralité. Ils parlent en fonction d'eux. Donc, faites-vous accompagner par des pros. Je dis pas forcément nous. Hein. Il y en a peut-être autour de vous. Parce que ça va vous donner d'autres chemins à voir et vous allez transcender tout ça petit à petit. Donnez-vous aussi du temps. Voilà. Et je vous assure que ça passe. Tout passe finalement. Du coup, pour compléter ce que tu dis, je reviens sur le message de Shams qui dit, c'est-à-dire se laisser souffrir, ben justement non. Faut pas se laisser souffrir quand on voit que ça dure trop longtemps. Hein. Faut mieux se faire accompagner. Ok. Ok pour l'accueil des émotions, mais non pour la souffrance exacerbée qui vous fait un mal de chien et qui va vous faire pourrir de l'intérieur. Ça, c'est non. C'est pas possible. Donc, c'est subtil, hein. C'est très subtil. Hein. Parce que des fois, on peut passer une demi-journée ou une demi-heure à pleurer et se dire, bon, peut-être que là, ça va pas du tout. Puis finalement, au bout d'une demi-heure, une fois qu'on a bien lâché, ça va mieux, ça va mieux. Je vais aller faire autre chose maintenant. Tiens, je vais aller faire du jardinage, marcher, ou je sais pas, mais... des fois, il faut accueillir aussi ses émotions. C'est pas évident, hein, Olivia, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non, mais est-ce que tu as des messages en complément de ce que tu dis, effectivement, en fait, c'est vraiment alors le deuil d'une manière générale, mais aussi le deuil amoureux parce que
il y a un truc qui est différent. Alors, pour avoir vécu 2 deuils en 2023, à la fois un deuil, ma maman est décédée et mon conjoint m'a quittée 6 mois plus tard. Donc, j'ai vécu les 2 deuils, en 2023 et pour avoir vécu les 2, alors ça va être horrible, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je vous dis ce que je pense. Le truc, c'est qu'il y en a un qui est encore vivant et en fait, il faut faire avec, en fait. Et en fait, quand la personne est décédée, je veux dire, c'est terrible, mais elle fait plus partie de nos quotidiens. Elle faisait pas forcément. Voilà, dans le deuil amoureux, alors si on cumule les deux, c'est encore un autre sujet, mais dans le deuil amoureux, la personne est toujours là et elle est toujours vivante. Donc en fait, on n'a pas le choix que de faire avec et de transformer le truc parce que sinon on va en crever en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre d'un deuil et d'une étape pareille dans la vie, on est confronté à une période de vulnérabilité extrême. Et c'est pour vraiment compléter ce que tu dis, Aurore. Nous, êtres humains, alors déjà les filles, c'est pas évident. Je sais que les garçons, c'est presque pire. C'est hyper dur, c'est difficile de se montrer vulnérable et de s'exposer dans sa vulnérabilité. Or, c'est précisément ce qu'il faut faire et c'est là où ne restez pas seul et faites-vous, enfin vraiment allez voir quelqu'un parce que exprimer sa vulnérabilité dans un contexte de sécurité avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est neutre et qui ne va pas porter de jugement comme le ferait un ami, parce que les amis, ils font ça en fait, ils portent un jugement personnel exactement comme tu viens de le dire, alors qu'un thérapeute, en principe, ne fait pas ça. En principe. Non, mais voilà, normalement, il n'y a pas de jugement, justement. Et donc, c'est là où, justement, on peut exprimer sa vulnérabilité et c'est là où on peut se permettre et s'autoriser de grandir une fois qu'on a fait tomber toutes les barrières et qu'on a fait tomber tous les masques. Parce qu'en fait, ce type d'expérience nous fait tomber des masques et des barrières et des blessures, etc., etc. Et donc, on est à poil. Et c'est quand on est plus à poil qu'on grandit le mieux aussi. Et c'est vraiment, vraiment... En fait, il y a 2 façons de faire. Il y en a une façon où tu vas galérer, souffrir et le faire pendant très longtemps ou beaucoup plus longtemps. Et une autre façon où, effectivement, tu te fais accompagner et tu as, je pense, plus d'outils, tu vas mieux, plus vite et tu as plus de facultés derrière à vraiment comprendre et grandir et transcender l'expérience, en fait. Voilà, c'était mon petit en complément de ce que tu as... Ouais, complètement. Écoutez, bravo mesdames, c'était un très beau sujet, très bien traité, toujours avec ce côté positif, ce côté, c'est vrai, ce côté positif et ce côté dynamique et voilà, vous nous avez encore donné des outils. J'ai beaucoup apprécié et je pense que dans le chat aussi. Alors, je vais remercier tous ceux qui étaient là, donc Yazid d'ailleurs qui met au plaisir. Tu me connais, Nature Peinture. Oui, effectivement, je te connais, Nature Peinture. En parlant de nature, je connais ton côté jardinage aussi. Donc, Yazid, je remercie Yazid. Il y avait Alex aussi avec nous ce soir. Il y avait tout simplement, Shems. Donc, voilà, il y avait, donc, pour ceux qui ont laissé des messages, mais il y avait d'autres personnes aussi. Donc, merci d'avoir regardé l'émission. Je vous rappelle que si vous voulez contacter, donc, Olivia Saxby, je vous rappelle qu'elle est hypnothérapeute et coach de vie. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et sur Instagram. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez justement aller vers elle si vous avez besoin, consultation, séance, etc. Des questions. Elle sera je ne dis pas de bêtises. Voilà, oui. Et puis, voilà. Il y a même la possibilité de prendre un petit rendez-vous d'1 quart d'heure pour poser la question la plus brûlante, si besoin est d'échanger sur un petit moment pour voilà, rapporter un éclairage, parce qu'on est aussi là pour ça. Ça, c'est top. Et du coup, je rebondis. Vous aurez la possibilité de revoir Olivia, avec Aurore, certainement dans d'autres émissions Love Show, mais aussi sur Thérapie, le 15
pour une émission spéciale sur l'hypnothérapie avec l'équipe thérapie. Donc voilà, Olivia ne nous quitte plus, hein, elle a posé ses bagages. Voilà, on va la garder, on va la garder avec nous. Voilà, Cool. je rebondis aussi, du coup, il y a aussi notre animatrice principale, sexothérapeute, thérapeute pour couple, Aurore, notre Aurore à nous. Ah bon, c'est notre Aurore à nous, mais on vous la prête de temps en temps, d'accord? Donc pareil, vous pouvez la solliciter, Facebook, Instagram, rendez-vous, en visio, en Oui, présentiel, visio cabinet, ou au cabinet, Annecy, n'importe. voilà. Mm. Tout est possible, mais pas trop. Laissez-la nous un petit peu quand même, qu'on puisse, hein? Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, merci à toutes les deux. C'était encore une fois une superbe émission. Vous avez l'art et la manière de Merci à présenter les toi. choses et de parler des choses. Ah non, non, merci à vous. J'ai pas fait grand-chose. Merci à vous. Merci à vous. Je vous laisse à toutes les deux le mot de la fin. Moi, je m'en vais comme ça, hein. Je dis au revoir à tout le monde. Et je vous laisse tour à tour dire votre petit mot de la fin, votre salut, votre petite dédicace, votre grande dédicace. Aurore, on se revoit dans pas très longtemps en plus, Oui, hein? j'ai envie de faire des émissions de radio en ce moment. Ça me Bah, fait écoute, du bien, c'est thérapeutique. Cédric, il dit toujours que c'est thérapeutique, c'est vrai. mais c'est Cédric de thérapeutique. C'est thérapie. pas pour rien qu'on a une émission qui s'appelle Thérapie. C'est Ah thérapeutique. ouais. C'est thérapeutique. Voilà. C'est addictif, thérapeutique. Il y a de tout dedans. Voilà. Et surtout quand on les fait avec des personnes comme vous. Donc, c'est super appréciable. Bon, allez, je m'en vais et je vous laisse dire votre mot de fin. Allez, salut à tous. Je vous laisse avec Olivia et Aurore. Merci Sofiane. Sofiane. Bon Olivia, alors dis-nous, est-ce que tu as un petit mot de la fin spontané? Parce que là, j'ai pas préparé non plus. Hein? Voilà, voilà. Non, non, petit mot de la fin, c'est vraiment ça. Moi, j'ai cette. Je vais réussir à sortir les mots que j'ai envie. Ne croyez pas qu'on ne peut pas changer rapidement. Ne pas croire qu'on ne peut pas transformer notre façon d'être et notre façon de faire relativement rapidement. Il y a des techniques aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment efficaces. L'hypnose, évidemment, en fait partie. Ouais, Moi, le je travaille MDR. aussi en MDR et en EFT, voilà. Mm. Et vraiment, vraiment, si vous avez une difficulté dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau dépendance affective, au niveau d'un deuil, au niveau d'une rupture, au niveau de tout, allez vous faire accompagner vraiment parce que ça va tellement plus vite, tellement plus vite. Donc voilà, c'était vraiment mon petit mot de faut y aller, quoi. Il faut y aller parce que derrière, c'est tellement mieux et il y a beaucoup plus de lumière de l'autre côté qu'avant. Voilà. Bah, complètement. Merci pour ce message d'espoir. Moi, je voulais faire une petite dédicace à mes clients en leur disant que, en fait, leur propre histoire résonne parfois avec les nôtres et les miennes en l'occurrence. Et il y a des situations qui sont vraiment très touchantes et j'ai l'impression que c'est eux qui nous font grandir en fait. Et je pense notamment à un monsieur qui est veuf depuis 3 ans et ça fait un an et demi que je l'accompagne sur d'autres situations. Il est de nouveau en couple là. Et au départ pour des problèmes d'éjaculation précoce. Et puis ensuite, pour d'autres difficultés à rencontrer quelqu'un, puis il a rencontré quelqu'un, puis ça fait presque 1 an maintenant et c'est incroyable toutes les leçons de vie que j'ai de cette personne et d'autres clients qu'on a et je me dis: «Mais waouh!» tu rentres chez toi, tu te dis: «Mais comment ils ont fait pour, transcender leur veuvage, leur deuil, et c'est des leçons de vie magnifiques. Vraiment, c'est plein d'espoir en tout cas et c'est ça qu'on aime dans ce métier-là. J'ai «on» parce que je t'inclus toi, Olivia, dans ces leçons toutes ces ressources humaines que vous avez, c'est magique, c'est magnifique. Merci en tout cas avec tout ce que vous nous apportez. C'est Ouais, c'est ça. c'est riche de sens, hein. C'est waouh! En fait, c'est ça, on a cette chance de voir des transformations au quotidien et on a une chance extraordinaire et c'est un cadeau. Et donc, merci. Et donc, voilà, voilà, continue.
Quand tu es comme ça, non, on est très ému de voir ces transformations de petites chenilles en papillons et on se dit: «Waouh!» et est-ce qu'on aurait pu penser qu'il y ait ça au départ? Non et c'est magnifique. Enfin bref, voilà, c'est je vous message d'espoir quoi, voilà, le petit papillon, fiou, fiou, fiou. Vole, vole, petit papillon. Bref, la Sofiane, il va dire: «C'est bon, on les a complètement perdus là!» Il veut qu'on dise au revoir. Ouais, il veut qu'on dise au revoir. Yes, bonne, soirée à tous. Merci de votre écoute. À très bientôt sur le Love Show, Thérapie ou autres, émissions de On Air Original et Olivia, tu reviens quand tu veux et voilà. À très vite. Merci, merci, merci Sofiane, merci Aurore, merci pour tout. Merci, merci.